Merci d'être là pour l'ouverture de ce module de cours sur la psychosynthèse, qui est un terme qui résume bien le travail de Roberto Assagioli. On va faire un module de 7 cours, on va aller à peu près jusqu'aux vacances de Noël, jusqu'au 13 décembre, je crois, pour regarder un peu en profondeur un point que l'année dernière, on a nommé en 15 minutes, un moment où je vous ai montré un schéma ovale multicolore, avec des petites flèches et des chiffres dedans, en disant qu'il y avait différents types d'inconscients là-dedans et que ce serait bien un jour qu'on prenne le temps. Et bien cette année, on va prendre donc 7 heures de présentation de ma part pour présenter le travail de Roberto Assagioli et puis bien sûr aussi les temps après chaque présentation pour échanger sur le sujet, voir comment ça résonne pour vous avec votre pratique, pour ceux qui sont praticiens, avec d'autres choses que vous avez pu étudier peut-être et avec lesquelles ça résonne, pour voir comment on peut échanger et aller encore un peu plus loin sur le travail de Roberto Assagioli. J'ai changé plusieurs fois le titre du cours et finalement je l'ai appelé « La psychosynthèse de Roberto Assagioli » en lui donnant comme sous-titre « Des processus et des contenus inconscients et des psychodynamiques comparées ». Terme bien compliqué mais que nous allons prendre le temps de clarifier. Tout d'abord, le plan général du cours. Aujourd'hui, on va faire une introduction générale à ce qu'on va voir pendant ce module, une introduction générale aux concepts clés de Roberto Assagioli. On va regarder son point de vue sur la psychodynamique, qui est, on pourrait appeler ça de la psychologie dynamique. Et puis, on regardera un peu en détail le travail qu'il propose sur la notion de l'identité. La semaine prochaine, on prendra le temps d'aller regarder ce qu'il nomme l'inconscient inférieur et on prendra le temps de comparer cet inconscient inférieur avec d'autres psychodynamiques, notamment les psychodynamiques jungiennes et freudiennes. La semaine suivante, on parlera de ce qu'il nomme l'inconscient moyen et le champ de conscience et de ce qu'il nomme l'inconscient collectif, qui est une instance qu'il emprunte à Jung. Les 2 semaines suivantes, on prendra le temps de parler de l'inconscient supérieur qu'il nomme le supraconscient. 2 semaines parce que la notion de supraconscient, c'est ce que Assagioli a voulu apporter à ce qui existait déjà dans les modèles psychologiques à l'époque où il a travaillé sur tout ça. La semaine d'après, ce sera la 6e, je pense, on regardera comment tous ces différents types de processus incontenants peuvent être en interaction, comment les psychodynamiques peuvent se croiser, comment on peut travailler avec une instance freudienne, une instance jungienne et les faire communiquer, parce que, à vrai dire, rien ne nous en empêche. Comment ça peut se croiser tout ça? On prendra quelques exemples pratiques. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des idées d'exemples pratiques à amener pour préparer ce cours, ils sont les bienvenus. Et puis la 7e semaine, la dernière semaine, on fera une synthèse de tout ce qu'on aura vu. Et on tentera une conclusion. Je dis « on » parce que là aussi, c'est une conclusion qui s'inspirera des échanges que nous aurons eus ensemble dans les 2e parties de soirée. Ça vous va? Ok, donc c'est parti. Qui est Roberto Assagioli? Alors, j'ai fait un petit texte, mais ça je vous le mettrai sur internet, vous pourrez lire. Puis là c'est un peu pixelisé donc on voit pas trop, mais c'est pas très intéressant de regarder tout ça en détail. Qu'il ait été membre de la Royal Society of Medicine de Londres, je pense pas que ce soit l'élément le plus important. Roberto Assagioli est un médecin psychiatre, c'est un chercheur, il est né en 1888. Je voulais juste prendre le temps d'incorporer cette donnée. Il est né en 1888, c'était il y a quand même pas mal de temps. Au début de la vingtaine, il publie sa thèse de doctorat en psychiatrie qui s'appelle « Psychosynthèse, une étude critique de la psychanalyse ». Les années précédentes, il est allé dans les cercles, dans les premiers symposiums de psychanalyse où il a rencontré Breuer, Freud, Jung et Karl Abraham et pas mal de gens. Il s'est inspiré de ce travail. Il ramène le travail de la psychanalyse en Italie dans les années 1920 pour l'y faire découvrir. Et dès 1910, il commence en disant « on peut critiquer ce travail-là et y amener quelque chose ». Son travail continue dans les années 10, dans les années 20, il prend du recul avec la psychanalyse. En 1926, il publie « Psychosynthèse, une nouvelle technique de guérison ». En 1931, il publie un de ses articles majeurs qui s'appelle « Exercice de désidentification et d'auto-identification ». Il publie la même année un article qui s'appelle « Psychologie dynamique et psychosynthèse ». Et à partir de 1931, son système est à peu près complet, quoi. Il a fait le tour, il a sa théorie générale, il a pris le temps de la peaufiner, il l'avait en tête depuis qu'il avait 20 ans de toute façon. 1931, il a 43 ans. Il meurt à 86 ans, il est exactement au milieu de sa vie.
1931, une date que je répète encore une fois parce qu'une partie de ce que nous allons voir ce soir vient du travail qu'il avait synthétisé à cette époque. C'était, si je compte bien, c'était il y a 85 ans. Et j'ai été très étonné quand j'ai préparé ce cours. À vrai dire, j'ai commencé à préparer ce cours l'année dernière, quand je vous ai présenté très brièvement la pensée d'Assagioli. J'ai été très étonné de voir la pensée de cet homme en 1931 et de me dire comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'un truc pareil dans la psychologie occidentale, du moins dans la psychologie occidentale européenne, parce que dans les années 40, dans les années 50, la pensée d'Assagioli se développe en Europe et elle se développe aux États-Unis, où elle se développe très vite aux États-Unis. Oui, il rencontre Alice Bailey dans les années 30 et donc il va commencer à avoir une accointance avec ce qu'aujourd'hui on appelle le New Age, du moins avec les racines du New Age. Il rencontre Maslow dans les années 50, ce qui nous ramène à la pensée américaine. Et dans les échanges avec les États-Unis, on voit que Roberto Assagioli devient précurseur d'une bonne partie de la psychologie moderne, précurseur de la psychologie existentielle, précurseur de la psychologie humaniste, précurseur de la psychologie transpersonnelle, précurseur de la psychologie positive. Fondamentalement, Roberto Assagioli est quelqu'un qui a marqué très profondément la pensée psychologique moderne, les approches psychologiques modernes, ce qu'on appelle les postures de praticiens, les approches dites de développement personnel, les approches dites de coaching. C'est une personne qui a fondamentalement marqué la psychologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'accompagnement thérapeutique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puisque vous savez que le mot thérapie fait souvent débat ces derniers temps, l'accompagnement tout court tel qu'on le voit aujourd'hui. J'ai noté ici, Roberto Assagioli a profondément marqué ses collaborateurs par sa sagesse et sa bienveillance. Il y a 1 an et demi, j'ai été en contact avec Anne Gila aux États-Unis, qui est une personne qui a travaillé avec lui, qui a continué son travail. Elle n'est plus toute jeune parce que Roberto Assagioli est mort en 1974. Et Anne Gila me disait à quel point elle se réjouissait. Elle me disait, en France, il y a une jeune génération qui retourne voir son travail. Et elle me disait, il avait prédit ça. Elle m'a dit, il est mort, il était tranquille, quoi. Et il était très modeste, alors qu'autour de lui, les gens se disaient, il a fait un travail énorme. Et elle me disait, il lui a dit, tu sais, ça va faire des ricochets, en fait, tout ça. Et elle me disait aussi, et après ça, j'arrête de vous raconter ma vie. Elle me disait aussi, on a été vraiment profondément marqués par sa douceur, par sa bienveillance, par sa capacité à, dans notre vocabulaire, on dirait sa capacité à se synchroniser à l'autre, à s'intéresser à l'autre, à être présent pour l'autre. Et voilà, j'avais envie de vous ramener ce propos-là parce que je trouve ça inspirant en fait de se dire que y a des gens qui ont marqué la psychologie que je ne vais pas nommer tout de suite et dont les entourages ne gardent pas un très bon souvenir. Je vous laisse, si vous avez des noms qui viennent, je vous les laisse. Et puis, il y a des personnages il y a des personnages aussi de cette nature-là qui ont profondément marqué l'entourage et je trouve que c'est un point qui vaut le coup d'être soulevé. Mais revenons à ce qui nous concerne vraiment ce soir. Question de psychodynamique et question de psychosynthèse. Ce qu'on appelle psychodynamique, c'est un terme qui a pris plusieurs sens. Comme un nom commun, on dit la psychodynamique. Comme un adjectif, on dit une pensée psychodynamique, un système psychodynamique. L'idée clé, c'est que avec une psychodynamique, on étudie l'esprit psycho en mouvement dynamique. On fait une psychologie dynamique. Vous connaissez par exemple la psychodynamique freudienne, dite première topique, avec l'inconscient, le conscient, le préconscient. La question de psychodynamique nous parle de mouvement, elle nous parle de choses qui s'échangent, de contenus qui sont en mouvement et de choses qui dialoguent, etc. Ce qui nous ramène à la question d'inconscient, qu'on va prendre le temps de décrire un petit peu plus tard. Ici, l'idée clé pour aller regarder la psychodynamique de Roberto Assagioli, l'idée clé, c'est de se dire qu'on parle de processus inconscient et de contenu inconscient, ce qui fait référence à ce qu'on s'était échangé l'autre fois, Marie, dans la soirée de présentation. Pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps l'inconscient ceci, l'inconscient cela, alors que je propose l'idée qu'on en parle un peu moins? Eh bien parce que c'est pratique à un moment d'utiliser un terme générique pour dire que cela, en fait, retranscrit l'ensemble de processus inconscients et de contenus inconscients que nous pouvons décrire, avec lesquels nous pouvons travailler pour en faire un système. Des processus et des contenus inconscients sous deux aspects.
Un aspect psychologique et cognitif, on pourrait dire, je peux en faire une carte de ces processus et de ces contenus inconscients. Je peux les décrire, je peux faire des schémas et je peux montrer qu'il y a, je ne sais pas moi, l'enfant intérieur qui fait ceci sur la gestion du stress en lien avec la valeur amour. Je peux faire un dessin de tout ça. Et ça c'est vraiment une description cognitive, c'est une description vue de l'extérieur. Et puis des processus et des contenus inconscients vus du point de vue phénoménologique, c'est-à-dire vus du point de vue de l'expérience directe que j'en fais. Parce que tu as beau me faire un schéma de ce qui est en train de m'arriver, la sensation que j'ai, les émotions que ça me fait, les idées qui me viennent et les choses que j'oublie ne ressemblent pas vraiment à la description que tu m'en fais. C'est une expérience directe, ce que je peux décrire de manière phénoménologique à la première personne, je peux décrire ce qui m'arrive. On va donc parler dans tout ce module de cours de psychodynamique, au pluriel, de différentes psychodynamiques, d'un point de vue descriptible en troisième personne, psychologie de la cognition peut-être, et d'un point de vue phénoménologique, l'expérience directe qu'on en fait. Ce qui rejoint la question que tu avais soulevée l'autre fois, Clément, sur pattern comportemental et sous-personnalité. Est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, fondamentalement oui, mais pas vécu de la même façon. Et qu'est-ce que vient faire la psychosynthèse ici ? Eh bien, la psychosynthèse, c'est la psychodynamique proposée par Roberto Assagioli. À nouveau sous deux aspects. C'est le modèle psychodynamique qu'il nous a proposé et c'est l'ensemble de techniques d'accompagnement qu'il a mises au point pour travailler avec ce système. Et c'est ça qui est très intéressant dans sa pensée, c'est que la pensée d'Assagioli ne fait pas sens si on la coupe du fait que c'est un système de techniques, c'est un système de protocole, c'est un système d'exercice, c'est un système d'entraînement. Alors, si on a une pensée psychologique et des outils et des méthodes pour la mettre en action, eh bien, on pourrait presque dire que c'est une philosophie, un art de vivre, une façon de vivre. Je cite, c'est une conception pluridimensionnelle de la personnalité humaine qui, bien que loin d'être parfaite et définitive, cette conception, nous semble plus large et plus conforme à la multiplicité du réel que celles qui ont été formulées jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit quand il dit que c'est une conception pluridimensionnelle qui lui semble plus large et plus conforme au réel que celles qui ont été formulées jusqu'à présent ? En gros, il nous dit, ce qu'a fait Freud et tous ses suiveurs, c'est pas mal, mais j'ai mieux. Alors, quelles sont les sources d'Assagioli ? Il y en a beaucoup. Ce que je vous cite là, vous pouvez le retrouver dans un de ses articles. Je vous montrerai les ouvrages tout à l'heure. Je vous le cite tel que lui l'a écrit et je vais vous passer la liste des références bibliographiques. Quelles sont les sources de la psychosynthèse ? Tout d'abord, la psychanalyse, le travail de Freud, puisque c'est dans ce mouvement-là qu'il arrive et qu'il commence à étudier, puisqu'il en prétend faire une réforme, c'est donc la source dans laquelle il démarre. Les pionniers de la psychanalyse occidentale et moderne, on peut quand même les citer parce que je trouve que sa liste est très intéressante. Les 4 pionniers pour lui, Pierre Janet, Breuer, Sigmund Freud et Carl Jung. Et intéressant de voir, vous pourrez voir ça aussi dans ses articles, que c'est par Janet qu'il commence, lui aussi. Les pionniers de la psychologie occidentale, le mouvement psychanalytique, et puis là on va voir que ça commence à partir ailleurs, ces sources d'inspiration. La médecine psychosomatique, je rappelle qu'on est toujours en 1931 et on commence à se demander, dans cette histoire de l'esprit, le corps, c'est quoi, on ne va pas y revenir ce soir, on commence à se demander comment ça interagit là, ces deux choses. Et est-ce qu'il y a une médecine psychosomatique ? Aujourd'hui, en 2016, on a des éléments de réponse à cette question, mais à l'époque, c'était une question très mystérieuse. La médecine psychosomatique comme troisième source. Quatrième source, la psychologie de la religion, qui démarre avec William James et son ouvrage... Si le nom de l'ouvrage me revient, je vous le dirai plus tard. Je crois que c'est De l'expérience religieuse. La psychologie de la religion, les recherches sur le supraconscient, donc les recherches sur la possibilité d'un inconscient supérieur, dont on parlera tout à l'heure. La recherche en parapsychologie, on est toujours en 1931. Évidemment, aujourd'hui, à nouveau, en 2016, il y a eu beaucoup de recherches en parapsychologie, il y a eu beaucoup de polémiques. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel les polémiques sont encore très étonnantes parce qu'entre les recherches qui ont été faites, les faits qui sont démontrés et les croyances populaires sur le sujet, il y a quand même un écart assez intéressant. Recherche en parapsychologie qui, aujourd'hui, est en train de nous amener vers une révision du paradigme matérialiste, vers un paradigme dualiste, puisque ces recherches nous montrent que manifestement, il y a des activités cognitives au-delà de l'activité du corps, du moins telle qu'on la connaît.
Autre source d'inspiration de la psychosynthèse, autre source de recherche, la psychologie orientale, principalement la psychologie indienne. Un mouvement qu'on voit un peu moins aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque la compréhension créatrice. Est-ce que le fait que je comprenne quelque chose de moi-même et du monde est un acte créateur et donc porteur de changement? En fait, le terme a disparu, mais je crois que dans certains milieux ericksoniens, on travaille un peu avec ça, enfin, il me semble. Encore quelques sources. L'approche holistique, l'approche holistique est la psychologie humaniste. Là aussi, il faut le remettre dans le contexte, comme c'est une liste qu'il a mise à jour plusieurs fois jusqu'à 1973. Ça, c'est un ajout qu'il amène dans les années 50, si ma mémoire est bonne. À un moment où on se dit approche holistique parce qu'il y avait des approches qui étaient différentes les unes des autres, notamment aux États-Unis où en 1950 la pensée psychologique ça se chamaille un peu, et où il y a des gens qui disent mais si on réunissait tout ça pour faire une approche psychologique holistique. Et puis le début de la psychologie humaniste, pas humaniste au sens de ce qu'on entend parfois comme par exemple hypnose humaniste, mais la psychologie humaniste au sens du travail par exemple de Goldstein, de Maslow, de Anguilla aussi, dont on parlera plusieurs fois pendant ce cours. La psychologie existentielle qui vient un peu après, la logothérapie, avec le travail de Fritz Perls par exemple. La psychologie transpersonnelle qui arrive encore après, dans les années 50, 60, fin des années 60, avec Abraham Maslow. On pourrait mettre Stanislas Grof dans cette liste, mais je crois que Assagioli n'a pas eu connaissance du travail de Grof avant son décès. La psychologie et la psychiatrie interindividuelle et la psychiatrie sociale anthropologique. Alors ça, c'est deux mouvements qui ont existé dans les années 50-60, je crois. C'est un peu précurseur à ce qu'aujourd'hui on appelle sociologie, anthropologie. C'est le moment où il y avait deux groupes, un groupe dans l'université du Michigan et un groupe à l'université de Harvard, qui se posaient des questions sur les comportements de masse. Comment ça se fait que si un individu fait ça, les autres commencent à le faire aussi? Alors, à nouveau, encore aujourd'hui, on a beaucoup de notions sur ces questions-là. En sociologie, en anthropologie, en ethnologie, et puis la Gestalt aussi a amené pas mal de questions et de regards sur ces approches-là. Comment il existe une réalité interindividuelle qu'aujourd'hui, dans les années 2010, on commence à nommer recherche en intersubjectivité. Et enfin, dernière source de la psychosynthèse, des techniques, c'est lui qui l'écrit comme ça, des techniques actives pour la cure et le développement de la personnalité. Je vous le refais. Des techniques actives pour la cure et le développement de la personnalité. Alors pourquoi je m'arrête sur cette phrase? Parce que quand il décrit ces termes, des techniques actives, de soins et de développement, et bien là il nous parle de Liébaud, de Bernheim, de Émile Coué, de Baudouin, de l'hypnose, de l'autosuggestion, de l'hypnotisme, de Schultz avec le training endogène, de Robert de Soile avec le rêve éveillé dirigé, de Moreno avec le psychodrame, et cette liste, c'est toujours dans les années 30. Si vous voyez un lien avec l'approche moderne de l'hypnose, il y en a peut-être un. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ce qui nous amène à quelques idées clés de Assagioli, je vous l'ai fait de manière rapide. Une topographie dynamique, on pourrait dire une cartographie dynamique de processus et de contenus psychiques, inconscients mais conscients aussi. Une approche non pathologique de la psychologie. Je vous rappelle que la psychologie qui précède la sienne se base sur la psyché des sujets malades. Une osmose entre les niveaux conscients et inconscients, et on va y revenir. Assagioli dit mais il faut d'abord partir du niveau conscient de la personne avant d'aller explorer les niveaux inconscients. Ça, il le dit avec son vocabulaire, qu'on va prendre le temps d'expliquer, en 1930. La question du supraconscient et la fameuse psychologie des hauteurs dont j'ai parlé dans les cours précédents, on va passer 2 cours entiers dessus. La question de soi et de je et la question de la multiplicité interne et des sous-personnalités. Ah oui, parce que c'est de chez Assagioli que ça vient, cette idée de sous-personnalité. La question de désidentification, on en parlera tout à l'heure. Un gros focus sur la volonté, parce qu'Assagioli a eu une idée un peu géniale de se dire mais si la notion d'un moi et la notion de ce qui est agent, c'était différent. Et ça, c'est un point de vue que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière pour vous présenter certaines idées. La question de la relation à moi et la relation à l'autre. Comment est-ce que je peux, si je suis multiple,
est-ce que la façon dont j'entre en relation avec les différentes parts de moi est un miroir de la façon dont j'entre en relation avec les différentes parts des autres? Question intéressante. Et puis, dans la rubrique pratique, Assagioli nous parle de... C'est pas éducation le mot à la base. Entraînement et éducation de l'imagination. Intéressant ça, comme par rapport à ce qu'on a pu voir aussi l'année dernière avec l'Imaginal. Entraînement et éducation de l'imagination, de la visualisation, des techniques d'évocation des sentiments. Ça l'intéressait pas mal quand même l'autosuggestion. Il avait repéré que quand on commence à dire mais c'est comment quand je me sens bien? C'est pas mal. 3 petits points pour ceux qui ont étudié Erikson. Des techniques projectives et puis, et ça c'est vraiment un point très important chez lui, la notion d'entraînement, qu'on retrouve aujourd'hui par exemple dans le coaching, la notion d'entraînement, la notion d'exercice, la notion de protocole et de techniques spécifiques adaptées à des problématiques spécifiques. Pour finir cette introduction, quel apport de la psychosynthèse? Les apports clés par rapport à ce qu'on vient de dire là, c'est la notion du supraconscient. La question de psychologie des hauteurs, au sens où Assagioli voulait aller explorer cette psychologie des hauteurs. Je la mets par là-haut, mais vous allez vite comprendre pourquoi dans les prochaines diapos. Où il dit c'est bien d'avoir fait la psychologie des profondeurs. C'est très profond, il y a plein de choses à voir dedans, mais si on allait explorer ce qui se passe là-haut, il y a sûrement des choses intéressantes aussi. Et il a proposé ça, une tentative de cartographier le supraconscient, tentative qu'il n'a pas eu le temps de terminer. Mais peut-être que nous sommes en train de continuer ce travail en parlant de tout cela. Le supraconscient, la psychologie des hauteurs, c'est un des points principaux qu'il a voulu nous léguer. Des configurations multiples de je, c'est la notion des sous-personnalités, la différenciation entre ce qui est agent, moi qui agis, et la notion de la volonté, le fait que ça agit. Et puis, mais je vous l'ai déjà dit, le fait qu'il est précurseur de bien des psychologies modernes. Donc regardons un peu plus en détail ce que nous allons prendre le temps de regarder longuement dans les prochains cours. La psychodynamique de Assagioli et son système dit de psychosynthèse. Assagioli nous laisse un schéma pour résumer sa pensée avec l'idée que, puisqu'il était quand même assez branché dessin, symbolisme et compagnie, une image c'est bien pratique pour compléter un long discours. Et il nous dit, c'est un point important avant de regarder son travail en détail, il nous dit « Il s'agit là d'un schéma élémentaire ne faisant pas apparaître l'aspect essentiel et le plus important qui est l'aspect dynamique. » Parce que je pense qu'il n'a pas eu le temps de travailler avec des équipes de dessins animés, mais je pense que ça lui aurait bien plu et il n'avait pas non plus PowerPoint. Mais il nous a laissé des schémas ovales différents les uns des autres, qui ont tous la même structure de départ, et je vais vous montrer quelques exemples dans quelques instants. C'est un point vraiment important à retenir, et j'insiste, c'est un schéma statique qui a pour fonction de montrer un mécanisme dynamique, un mécanisme qui contient du mouvement. Alors dans ce schéma, on voit 7 zones différentes les unes des autres. En bas, en rouge, pour les gens qui regardent ce cours sur Internet, je vous invite à prendre, je mettrai ces slides en PDF, donc je vous invite à regarder ça en même temps, sinon je pense que ça ne va pas faire sens en fait. Une première zone en bas en rouge qui est l'inconscient inférieur. Et je ne vais pas rentrer dans la description maintenant pour ne pas la rendre trop caricaturale. Une partie en zone qu'il appelle l'inconscient moyen. Une partie en haut qu'il l'appelle inconscient supérieur. Et on l'a dit tout à l'heure, on peut nommer ça inconscient et y mettre une majuscule pour dire que c'est un ensemble d'éléments psychologiques non conscients. C'est un ensemble de contenus et de processus de nature inconsciente qui ne sont pas parvenus ou qui ne parviennent pas maintenant à la conscience. 3 zones d'inconscient, un inconscient inférieur, un inconscient moyen, un inconscient supérieur. À l'extérieur de l'ovale, l'inconscient collectif. Et là, il le dit lui-même, c'est l'instance décrite par Jung. Et puis, dans la zone jaune, dans le petit cercle, un champ de conscience. Et le champ de conscience, c'est un ensemble d'éléments dont nous avons conscience. Par exemple, à cette heure-ci, peut-être
la température de la salle, les sensations que vous avez en étant assis comme ça, le souffle du vidéoprojecteur, mais je ne vais pas aller plus loin parce que vous savez que quand on en décrit beaucoup, ça fait des choses un peu étranges des fois. Un champ de conscience, et au centre du champ de conscience, je. Et Angela, dont je vous ai parlé tout à l'heure, me disait par mail, s'il te plaît, sois bien précautionneux, le travail de Assagioli, c'est de dire « je » et pas « le je », de ne pas dire « mon je ». Parce qu'à un moment, il va falloir que tu leur expliques qu'il y a « je » et « volonté » et que ce sont deux éléments psychologiques. Et si on commence à dire « le je », il va y avoir une espèce d'instance qui regarde le je et tout va tomber par terre. Et si tu leur dis que c'est mon je, comme on dit parfois mon ego, tu vas passer à côté du travail d'Assagioli. Donc, pour le respect du travail de cette personne et de ses suiveurs qui me transmettent cette information pour que je vous la donne, je fais un focus sur ce point. Assagioli appelle cela le moi conscient ou je. En anglais, pour ne pas faire de confusion avec le mot ego, traduction de Ich en allemand qui nous vient de Freud, les Anglais ont traduit le... Je ne sais plus comment c'est en italien. Les Anglais ont traduit ce « je » par « I », pour ne pas dire « ego », et permettre de bien faire la différence. Et ils ne disent pas « the I », mais simplement « I ». Ça peut paraître un peu bizarre, parce que là, aujourd'hui, j'introduis, on pourrait se demander « et alors, qu'est-ce que ça change ?» Mais je pense que vous verrez d'ici quelques dizaines de minutes, ou au plus tard, d'ici quelques cours, l'importance capitale de cette notion. Nous avons donc trois zones, un inconscient inférieur, un inconscient moyen, un inconscient supérieur, un inconscient collectif à l'extérieur de cet ovale. Dans l'inconscient moyen, une petite sphère qui est le champ de conscience, ce dont je fais expérience, ce dont je fais expérience. Et je vous invite à comprendre cette phrase avec un fait qui s'écrit F-A-I-T. Ce dont je fais expérience. Et puis tout en haut, on a un dernier petit point, Assagioli lui il le dessine avec plein de rayons tout autour, comme si ça brillait, et qu'il appelle le moi supérieur ou soi. Et là il y a un mystère et on va le décrire un peu plus tard dans cette présentation. L'intérêt du schéma ovale est bien plus pertinent et profond qu'il ne semble au premier abord. Personnellement, j'ai passé des heures sur ce schéma, à le dessiner, et à me dire, mais qu'est-ce qui nous prend la tête avec son schéma ovale ? La description était claire. Et en fait, alors vous allez le voir dans les slides suivantes, l'intérêt du schéma ovale, c'est qu'il permet une double description. Simultanément, ça décrit des ensembles d'éléments psychologiques, et ça décrit la phénoménologie, c'est-à-dire l'expérience directe qu'on est en train d'en faire. Là, par exemple, au milieu de l'inconscient moyen, il y a « je » qui fait expérience d'un ensemble d'éléments psychologiques. Vous comprenez cette image comme ça ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ce que je viens de dire là ? Ouais ? OK. Maintenant, on peut voir une autre possibilité. Le terrain psychologique est toujours le même. C'est toujours le même esprit. C'est toujours moi, je pourrais dire. C'est toujours mon esprit, ma psyché, ma subjectivité, mais le champ de conscience s'est élargi en direction du supraconscient. Et le point qui fait expérience tout cela lui-même s'est déplacé à la lisière du supraconscient. Pour l'instant, qu'est-ce que ça nous amène ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit que le champ de conscience s'est déformé dans une direction et que ce qui fait expérience de cela s'est déplacé par rapport à son point habituel. On peut prendre un autre exemple. Dans cet exemple, je, qui fait expérience de tout cela, est toujours à l'endroit habituel. Il fait expérience du monde depuis là où il en fait expérience d'habitude, mais le champ de conscience s'est élargi vers des éléments de l'inconscient inférieur. L'inconscient inférieur dans lequel, on le verra, on a le passé, on a les éléments refoulés, c'est assez proche de ce que nous décrit Freud. Dans cet exemple, on pourrait dire que je fais la même expérience que d'habitude, je suis le même que d'habitude, puisque je est référent à ce que je connais de moi-même. Mais pourtant, il y a une irruption d'éléments de l'inconscient inférieur, et c'est par exemple l'expérience que nous connaissons tous du bon vieux stimulus qui réveille un truc qui nous a un peu secoué, pour ne pas dire traumatisé, et qui fait qu'à un moment, on se dit il y a un truc qui me perturbe là tout de suite. Ça vous parle, cette histoire-là ? Ok. Dans l'exemple précédent, c'est autre chose. Ici, le champ de conscience s'est élargi en direction de l'inconscient supérieur, qui, nous le verrons, est un lieu d'éléments psychologiques fait de créativité, fait d'expériences
qu'on pourrait dire agréables et assez somptueuses, comme la béatitude, la sensation d'épanouissement, etc. Et le je s'est déplacé jusqu'à s'identifier à cet endroit-là. Ce qui pourrait faire une expérience de se dire, là j'ai toujours les pieds à peu près sur terre, parce que vous voyez le champ de conscience d'origine, il est toujours présent ici. J'ai toujours les pieds sur terre, mais j'ai l'impression d'être monté. Et c'est là que ces histoires de verticalité vont devenir pertinentes du point de vue phénoménologique. Est-ce que j'ai pris un autre exemple? Dernier intérêt du schéma ovale, dans l'expérience habituelle, dans le jeu dans sa subjectivité habituelle et expérimentant un champ de conscience qui lui semble habituel aussi, ici on voit une irruption, vous pouvez imaginer que de ces deux étoiles descendent des éléments, on voit une irruption d'éléments du supraconscient dans le champ de conscience. On pourrait se dire que c'est très vaporeux, toutes ces descriptions. Eh bien par exemple, c'est l'éclair de créativité en plein milieu du normal. Il ne se passait rien de particulier. J'étais en train de manger mon sandwich et pouf, la grosse idée qui est descendue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou j'étais en train de réfléchir à un problème, je ne trouvais pas la solution, j'y pensais ces derniers temps. J'étais en train de manger mon sandwich. Et paf, la solution me vient. Alors, et on verra si c'est pertinent ou pas pour vous du point de vue phénoménologique, c'est rarement de derrière et d'en dessous qu'elle vient la solution, quand les gens décrivent d'où elle vient. Ah, ça m'est venu comme ça, même dans les gestes que les gens font. Donc voilà en quelques exemples de déplacement et de modification du schéma ovale l'intérêt de ce schéma pour faire une double description. La description d'un ensemble d'éléments de contenu et de processus inconscients, un champ de conscience qui permet qu'un je en fasse expérience. Ça vous paraît clair? Oui, vas-y Antoine. Tu parlais de la subjectivité, du coup pour lui la subjectivité c'est l'ensemble de l'ovale ou c'est uniquement le champ de conscience? Eh bien Assagioli n'utilise pas le terme subjectivité dans sa nomenclature. Donc, erreur de ma part de le nommer comme ça parce que ça me fait déjà mélanger notre vocabulaire à nous avec le sien. Autre rapport de Assagioli, ça c'est vraiment sur la fin de son travail, je crois qu'il a publié ça en 1973. Le diagramme en étoile qui vient compléter le travail précédent. Donc, je vais vous le dire assez rapidement. C'est un travail qui vient compléter notamment la notion des 4 fonctions cognitives chez Jung. Pour rappel, les 4 fonctions cognitives chez Jung, je vais vous les dire en anglais. Thinking, feeling, sensation, intuition. Alors, avec mon accent un peu étrange, parce qu'en français on a un problème si on traduit ça. Penser, feeling, sentir, sensation, les sensations, et intuition, l'intuition. Mais vous voyez, feeling et sensation, ça ne nous raconte pas la même histoire. Du côté feeling, il y a la question des sentiments, la question des émotions. Et du côté sensation, on a vraiment, vous savez, toutes ces sensations tactiles que nous avons dans notre corps qui sont de bons repères de nos émotions, de bons indicateurs de comment se sent notre corps et comment nous sommes en lien avec, par exemple, notre vitalité ou notre réaction émotionnelle à un stimulus extérieur. Donc en français, c'est un peu délicat. Steve Gallegos, qui était avec nous il y a quelques temps, lui propose une alternative au travail de Jung en disant qu'il s'agit de thinking, sensing, feeling et imagerie à la place de l'intuition. Et l'hypothèse de Gallegos, c'est que Jung était un visuel et que ce qu'il appelait intuition, c'était beaucoup sous forme d'image. Et quand on voit l'intérêt de Jung pour la symbolique visuelle, c'est une hypothèse intéressante. Mais Gallegos dit, si on transmet cela en disant c'est de l'intuition, on passe à côté du fait qu'on peut en faire quelque chose, qu'on peut rentrer dans ces images pour dialoguer avec, pour les déployer, pour voir comment elles se transforment, elles nous renvoient de la connaissance. C'est un moyen d'accès à de la connaissance. Le diagramme en étoile de Assagioli nous propose ces 5 fonctions. La pensée, sentiment, émotion, les sensations, l'intuition, l'imagerie. Donc il reprend ces 5-là et il y ajoute quoi? Il y ajoute les impulsions et les désirs. Et c'est à comprendre du point de vue... on va voir. C'est à comprendre du point de vue des samskaras qui viennent de la psychologie indienne, cette idée d'impulsion volitionnelle, d'éléments psychologiques moteurs d'action.
Alors, pourquoi le diagramme en étoile d'Assagioli, même si je ne vous le présente que brièvement, parce que ça va mettre en lumière la notion de la volonté. Comme vous le voyez sur son schéma, la volonté, c'est le petit cercle qui les lie tous. Et en fait, tout cela vont être moteurs de volonté. On peut le dire dans le vocabulaire que je vous ai proposé l'année dernière, ils vont tous être agents. Et le moi, le soi, je, n'est pas l'agent. L'intuition est agente, l'imagination est agente, l'émotion est agente, la sensation est agente, la pensée est agente, l'impulsion d'action est agente. Mais par ce système, Assagioli nous propose que moi, soi et volonté sont deux choses séparées. Alors évidemment, dans l'expérience que l'on en fait au quotidien, on n'a pas l'impression que c'est séparé. Quel que soit ce qui se meut à travers moi, quel que soit ce qui m'agit, j'ai quand même l'impression qu'au bout de la chaîne, c'est moi qui fais. Oui, sauf quand j'arrive pas à faire ce que je veux faire et quand je fais des trucs que je veux pas faire. Et que je peux pas arrêter ce que je veux arrêter et que je peux pas démarrer ce que je voudrais démarrer. Où là, la notion du moi agissant dans sa toute puissance agente devient la base d'un accompagnement. Alors, on peut comparer le système d'Assagioli, le système en cette instance, je vous rappelle, inconscient inférieur, inconscient moyen, inconscient supérieur, l'inconscient collectif autour. Dans ces éléments contenus et processus inconscients, un champ de conscience avec je qui ont fait expérience et cette notion encore mystérieuse d'un soi qui est au-dessus. Voilà les 7 fonctions présentées par Assagioli. D'autres systèmes psychodynamiques avec des nomenclatures qui y ressemblent un peu. Par exemple, la deuxième topique de Freud, qu'on avait présenté déjà brièvement l'année dernière et que je vais représenter encore plus brièvement que brièvement. La deuxième topique de Freud qui nous propose un moi. Le moi, c'est le sujet conscient. Et on ne va pas partir sur le principe de réalité à cette heure-ci. Le moi conscient et puis le ça, des tendances et des pulsions naturelles. Et c'est assez orienté plaisir et comme le dit Nicolas Abraham, il faut vraiment se rappeler qu'il a mis une majuscule au mot plaisir et que ce n'est pas le sens qu'on donne au mot plaisir avec un P minuscule. 3 petits points. Sinon, si on comprend pas, si on oublie ces choses-là, si on oublie que les mots décrits par ces auteurs ont un sens pour eux, qu'ils ont tracé des pages et des pages, des années, des dizaines d'années à les décrire, on se dit « Ah bah oui, bien sûr, c'est orienté plaisir ». Mais on passe à côté du vrai travail de cet auteur. Donc, un moi, le sujet conscient, un ensemble de pulsions et de désirs, et puis, qu'il appelle le ça, das Es, et puis le surmoi, je vous rappelle la traduction que je vous en avais proposée l'année dernière, sur la base de l'allemand das Über-Ich, ce qui est au-dessus de moi. Un ensemble de patterns, un ensemble d'interdits, un ensemble de modèles, un ensemble de... C'est pas bien, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois quand j'étais petit. Des choses introjectées, des idées introjectées, des figures introjectées, des idéaux introjectés, des figures idéales introjectées, des règles morales, des règles sociales. Et vous voyez que ça ne nous raconte pas tout à fait la même histoire que des pulsions et des désirs. Et au milieu, il y a moi. Ça, c'est la deuxième topique freudienne en très résumé. Elle est renvoyée à sa première topique. Le moi que nous venons de décrire est renvoyé à 2 instances qui s'appellent la conscience et le préconscient. Le préconscient, c'est quand on a des informations en tête, mais on n'en est pas encore tout à fait conscient. Vous vous rappelez cette histoire de... Je me rappelle, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais je vois très bien de quoi il s'agit, mais je ne peux pas le nommer. Préverbal, préconscient. Ça correspond à ce qu'il appelle le moi. Et puis, le ça et le surmoi que nous venons de décrire juste avant renvoient à sa première topique à 2 instances, et non pas à une, à 2 instances. Une que nous connaissons bien qu'il appelle l'inconscient, et une autre qu'il appelle la censure. L'inconscient, ensemble d'éléments psychologiques qui ne sont pas du domaine de la conscience et du préconscient. Et la censure, instance qui bloque la possibilité d'irruption de ces éléments psychologiques à la surface de la conscience. Alors pourquoi je vous montre la comparaison avec ce système psychodynamique? Parce qu'on a 3 points communs avec le système d'Assagioli, c'est moi, conscience et inconscient. Et si on regarde au détail ce qu'on vient de décrire là, je vous invite à approfondir le sujet, et si on regarde au détail ce qu'on a présenté à Assagioli, les mots sont les mêmes, les définitions n'ont aucun rapport.
Autre système psychodynamique, on en avait parlé aussi l'année dernière, la psyché présentée par Carl Jung, un peu en réaction aux propositions de Freud. Ça, c'est la version, on pourrait dire, négative, de s'opposer au travail de Freud. La version plutôt positive, c'est de dire en continuation, comme si Freud est pionnier de ce travail-là, et que Jung vient le peaufiner, en préciser une alternative et le développer. Personnellement, c'est plus comme ça que je le comprends, finalement. Ici, on retrouve 3 instances en particulier. Alors, je vous passe le détail du schéma. La conscience, c'est la relation du sujet conscient au monde extérieur, donc aux perceptions issues du monde extérieur. L'inconscient personnel, c'est l'ensemble des éléments acquis par l'existence individuelle du sujet. Grosso modo, c'est le passé biographique. Et puis l'inconscient collectif, ce sont des facteurs impersonnels, ce sont des matériaux collectifs vivants et agissants. Je vous répète la proposition que je vous ai déjà faite, mon interprétation d'après mes recherches du travail de Jung, matériaux collectifs, pas au sens matériaux partagés, matériaux collectifs au sens que ce sont des briques de base psychique que les différents humains possèdent, comme par exemple la notion d'espoir, par exemple, qui est commune chez tous les êtres humains, mais comme l'inconscient, comme la notion d'enfant intérieur, comme la notion d'ombre et de personnage dont nous avons déjà parlé. Alors je vais pas vous refaire le détail parce qu'on en avait parlé un peu l'année dernière et puis je pense que ultérieurement dans ces modules en hypnologie on prendra le temps de creuser vraiment la pensée de Jung, mais à nouveau on a des éléments communs dans la conscience. On a la notion d'un ego ou d'un moi, c'est le sujet conscient, qui lui, il a une tendance dont il a du mal à se défaire, c'est de s'identifier à une autre instance qui est aussi dans la conscience, qui est la persona, c'est le masque social que j'affiche. Afficherai-je à cette heure-ci un masque social sans le vouloir devant vous pour faire cette présentation? Non, quand même pas. Croit-il, vous voyez? Et puis, ces 2 autres instances, inconscient personnel et inconscient collectif, là aussi on voit que nous avons 3 points communs avec Freud d'une part, avec Assagioli d'autre part, c'est conscience, inconscient et la notion d'un moi. 4e point commun, c'est la notion d'un soi, commun avec Assagioli. Et là encore, les mots ne renvoient pas à la même chose. Alors Jung et Assagioli, c'est quand même un peu plus proche. Ça se croise un peu plus. Autre système psychodynamique, et on prendra le temps de le décrire dans le 6e cours, si ma mémoire est bonne. Le système psychodynamique proposé par Robert de Soile, dont il se trouve que nous allons pas mal reparler dans le cours suivant, en janvier-février, dans le cours sur l'imaginal. Robert de Soile, lui, c'est un ingénieur. C'est un type très pragmatique, Robert de Soile. C'est vraiment intéressant de le lire. Et lui, il dit, et si on prend la topique numéro 1 et le système de Jung et qu'on les fait marcher ensemble? Il dit, ça marche. Donc, voilà, la proposition de Soile nous permettra de voir des psychodynamiques croisées. D'autant plus, je vous le rappelle, que le travail de Robert de Soile ne vient pas d'une spéculation intellectuelle, il ne vient pas non plus de cas cliniques avec des patients malades. Le travail de Robert de Soile vient d'exploration de sa méthode dite rêve éveillé dirigé. Donc c'est de la pure retranscription, c'est de la pure modélisation d'expériences phénoménologiques. On m'a demandé de décrire un peu mieux ce mot, donc je rappelle, d'expériences directes que nous faisons de nous-mêmes. On va le dire rapidement. Et puis, pour finir cette introduction aujourd'hui sur ce 2e chapitre, la question de psychodynamique croisée et de comment la psychosynthèse vient s'inscrire là-dedans, regardons chez différents auteurs, Freud, Jung et Erikson, et Assagioli bien sûr, la notion d'inconscient. Notamment, c'est une proposition que je vous fais, regardons la notion d'inconscient dans sa propriété volitionnelle, le fait que cet inconscient aurait une intention, et dans sa propriété agente, le fait qu'il aurait une capacité d'être acteur, d'être moteur de l'action, d'être l'agent de l'action. Alors, pourquoi je vous propose de regarder ça brièvement? Parce que nous essayons d'apporter quelque chose à la pensée de l'hypnose, à la pratique de l'hypnose, à l'enseignement de l'hypnose, et puis à l'élargissement qu'on pourrait faire de qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce mot hypnose.
Ici, nous sommes dans une école d'hypnose ericksonienne. Et même les écoles qui ne s'appellent plus ericksoniennes et qui rajoutent des adjectifs pour proposer quelque chose d'autre peut-être, sont profondément influencées par la pensée de Erickson. Or, si vous faites une formation dans une école d'hypnose, on va sûrement vous proposer l'idée, comme si ça paraissait évident, que y a l'inconscient et il fait des trucs. Et nous, on fait bah ouais. Mais c'est pas si clair que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'un inconscient? C'est quoi? Et en plus, il fait des choses, mais comment? Et il vient d'où? Et comment il a une capacité d'agir? Il me semble quand même que c'est moi qui agis. C'est quoi? C'est un alter ego? C'est autre chose? Des esprits à travers moi qui manipulent le pantin matériel que je suis? Ou Dieu peut-être, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et la question, elle est bonne la question. Et quand on fait un rêve, les autres dans le rêve, eux aussi ils sont pantins agis par mon inconscient, alors que moi je crois que c'est des gens réels, comme vous me croyez réel à cette heure-ci, ce qui pose pas mal de problèmes. Bon, je vous le dis en plaisantant, mais on part du principe qu'on se comprend en fait dans ces histoires-là. Mais peut-être qu'en fait, on ne se comprend pas. Alors, moi, je n'apporte pas de solution dans cette histoire-là. Là, moi, aujourd'hui, je vous présente la pensée d'Assagioli. Mais regardons en détail chez quel auteur l'agent a une propriété... chez quel auteur l'inconscient a une propriété agente ou pas. C'est clair pour vous tous, la notion de propriété agente? Génial. Chez Freud, par exemple, dans la première topique, on a la notion d'inconscient. L'inconscient, c'est un ensemble d'éléments refoulés. Est-ce qu'ils sont agents? Pour Freud, oui, ils agissent. Ils nous agissent. Et des fois, ils nous font des émotions et des réactions qui ne nous font pas vraiment du bien. Ça, c'est le point de vue de Freud sur la psyché pathologique, je vous le rappelle. Et puis, toujours dans la première topique, on a une autre instance agente, c'est la censure. Parce que la censure, je vous le dis encore avec sourire, mais elle a un espèce de super pouvoir agent. Elle, la censure, elle a une autonomie pour bloquer des accès. C'est son job, elle fait une action, elle coupe l'accès d'éléments psychologiques à la surface de la conscience. Alors vous vous rendez compte, les éléments psychologiques sont coupés par la censure, la conscience et puis moi, on est là, et ils agissent, mais par derrière, vous voyez. Ils agissent, mais ils sont bloqués. J'en ai pas conscience. Je ne peux pas y faire attention, je ne peux pas prêter attention au fait qu'ils sont là pour moi. Et par contre, ils sont en train d'agir. Chez Jung, il y a un inconscient personnel, c'est un ensemble d'éléments biographiques. Est-ce qu'ils sont agents? On a envie de dire, bah oui, comme chez Freud. Non, chez Jung, les éléments biographiques, ils ne sont pas agents. Chez Jung, c'est dans l'inconscient collectif qu'il existe des archétypes qui, au niveau de l'inconscient personnel, deviennent des complexes, qui ne sont pas agents, et ce sont les archétypes qui agissent. Et chez Jung, on devient, pour refaire la blague, on devient beaucoup plus un pantin matériel agi par des forces qui nous sont internes. Un inconscient collectif agent. Chez Erickson, alors Erickson lui aussi est très pragmatique. Erickson a très peu théorisé tout ça. Il n'a pas proposé de modèle psychologique, Erickson. Il a fait plein d'expériences. Il y a des gens derrière lui qui ont fait des modèles psychologiques, mais lui, il ne s'est pas trop pris la tête avec ça. Et du coup, il a plutôt proposé des postulats. Et Erickson, il dit, il y a l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Puis ce qui est conscient, c'est le conscient. Ça ne va pas se prendre la tête. Et il y a quand même un postulat très fort chez Erickson, c'est que l'inconscient, il est agent, c'est même le principal agent. Et il y a un postulat vraiment important chez Erickson, c'est que l'inconscient, il est agent et il a toujours une intention positive. Toujours. Erickson dogma. L'inconscient, il a une intention positive. Je plaisante, mais c'est intéressant de le voir comme ça. Parce que là, on voit que ce n'est pas le même inconscient que le passé biographique contenu chez Jung, qui n'a pas de capacité d'action. Ce ne sont que des épisodes dont on peut se remémorer. S'il y a un trauma dans un de ces épisodes qui m'agit ou qui me limite, ce n'est pas l'épisode lui-même dont il s'agit. Et ce n'est pas non plus le même inconscient que les éléments refoulés chez Freud. Et vous voyez, des fois, on a la tendance de se dire, voilà, en fait, tout ça, c'est un peu le même truc. Ah oui, on sait bien que c'est différent, mais ce n'est pas vraiment important, tout ça. Peut-être que ce n'est pas important, mais Assagioli, lui, il se dit que c'est quand même assez important, cette question-là, parce que ça peut poser des problèmes le moment où on confond tout et où, en tant que praticien, on se dit, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire, parce que je vois pas du tout d'où vient le problème, et puis en plus, c'est à l'autre de trouver les solutions. Si l'autre, il comprend pas comment marche son esprit et qu'il tourne en rond dans un système auto-saboté, vicié, dans lequel toutes les solutions trouvables sont les bases du même problème qui va revenir,
On en parlera au mois d'avril dans notre module sur la construction de l'identité. Si, et je dis bien si, notre esprit est pris dans une problématique comme ça, là, ça devient intéressant de se demander, mais comment ça marche en fait, tout ce bazar psychique? À quel endroit ça se sépare en fait, moi de ma volonté? Et mon attention, c'est moi ou pas? Alors, pour ces questions-là, Assagioli, lui, il se positionne de manière très simple. Il dit, il y a différents types de contenus, il y a différents types de processus, ils ne sont pas agents, ce ne sont que des éléments, ce ne sont que des processus. Par contre, il y a des processus volitionnels. Il y a la volonté, et elle est liée à je, et elle est liée à soi. Yes. Donc là, il est en train de dire simplement que c'est le jeu qui décide que ça soit agent ou pas. Oui, c'est sa proposition. C'est le système que lui propose pour pouvoir travailler. Pour les raisons qu'on va voir juste après. J'ai une troisième partie dans la présentation de ce soir. Est-ce que le je est agent ou pas, justement, alors que c'est bien l'illusion que j'ai tout le temps, moi, du coup. Brièvement, je vais juste vous montrer les images. Quelques correspondances avec d'autres systèmes parce qu'il a étudié plein de choses très intéressantes. Je laisse les images apparaître et je vous laisse vous faire votre propre idée. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi un ovale? Vous n'êtes pas posé la question là? Non. Bon. Moi, à un moment, je me suis demandé, mais j'ai passé beaucoup de temps dessus, je me suis dit, pourquoi un ovale? L'œuf, c'est ça, un œuf? Est-ce que c'est ça le message? Et puis, en regardant un peu ces sources, donc c'est une proposition par dessin que je vous fais, hein, parce qu'il a plein de sources, par exemple, à Assagioli, il a des sources, ça c'est pour toi Clément, il a des sources dans la Kabbale, par exemple. Et là, on voit qu'il y a une correspondance au niveau dessin assez intéressante à faire. Alors, si vous ne connaissez pas l'arbre des Séphirot, vous pouvez aller regarder. Toutes ces petites sphères sont des... Eh bien, allez regarder. Et les chemins qui les relient sont assez intéressants. Il y en a 22 ou 23, je crois, comme dans un autre système où il y a 22 trucs importants. Mais on ne va pas trop passer de temps là-dessus aujourd'hui. Je laisse le mystère et les petits points. Correspondance avec d'autres systèmes, évidemment. Une correspondance avec les trois mondes du chamanisme. Un monde inférieur, un monde moyen, un monde supérieur. Et puis, une correspondance avec le système du yoga. Et c'est intéressant de les voir aligner toutes les trois, ces correspondances. D'ailleurs, j'ai rien à dire. Je pense que c'est assez clair. Mais ça, eh bien, dans tous nos cours, eh ben, on ne va pas en parler, figurez-vous. Parce que c'est pas, cette année, ce n'est pas vraiment vers ça qu'on va aller sur le travail de Assagioli. Alors bien sûr, pour ces différentes questions-là, je vous renvoie au travail que je vous ai présenté l'année dernière, aux bibliographies qui ont été données. Si vous posez des questions sur certains de ces points-là, vous pouvez regarder autour de vous, il y a des gens qui sont super érudits sur certains des points. Donc voilà, je vous laisse mener enquête si vous voulez en savoir plus. Et troisième partie, je vais essayer de faire ça rapidement. Pour que dans les prochains cours, on puisse vraiment s'attaquer à ces questions d'éléments et de contenu inconscient, un des points clés de la pensée d'Assagioli, c'est ce qui n'est pas l'inconscient dans ce fameux schéma. Donc, la notion de « je », la notion de « soi », et ce qui semble être la clé pour Assagioli, la désidentification. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, désidentification? La notion du « je » et du « soi ». Revenons sur le schéma ovale. Un cercle au centre qui représente le champ de conscience. Je cite Assagioli, c'est la partie de notre personnalité dont nous avons une c'est la partie de notre personnalité dont nous avons une connaissance directe. Un flot incessant d'éléments psychiques que l'on peut observer, analyser et juger. Ce sont des états d'âme qui se succèdent, qui s'y remplacent ou y coexistent dans le champ de conscience. Alors s'il y en a parmi vous qui font de la méditation, par exemple, un flot incessant d'éléments qui succèdent ou coexistent, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez connaître. Ce qui est pratique pour avoir une connaissance, une compréhension de ce que ça peut vouloir dire un champ de conscience. Des éléments psychologiques dont nous avons une connaissance directe. Moi, le moi conscient, je, qui est au centre, qui fait expérience de cela, il le propose comme le centre de conscience qui perçoit ces éléments. Alors, il aurait pu appeler ça l'attention, mais peut-être que sa proposition, c'est que je et attention, ce sont deux choses différentes. Généralement, et c'est là que le problème commence, généralement,
ce centre de conscience qui perçoit ces éléments est confondu avec les éléments. Parce que quand je suis en colère, quoi. J'ai la rage, vous voyez. Quand je suis en colère, je suis en colère. Il n'y a pas un je, et puis à côté de la colère qui passe et qui s'en va. C'est moi, c'est ma colère. Puis vu les idées que ça me donne, quand je suis plus en colère, c'est bizarre. Bref. Généralement vécu, ce je, généralement vécu comme confondu avec les éléments. Alors, c'est dit... Bon, je ne vais pas en dire plus maintenant. Il est généralement confondu avec ces éléments, mais Assagioli nous propose que ce sont deux choses différentes. Un ensemble d'éléments psychologiques et je qui en fait expérience. Et on en arrive à la notion de ce soi, qui est toujours un peu mystérieux. Il est relié à moi, il est relié à je par des petits pointillés. Alors, la proposition d'Assagioli, c'est que soi, c'est un centre permanent qui continue d'exister au-delà du moi conscient. Alors attention, hein, pas au-delà avec des tunnels de lumière, quoique, pas au-delà au sens paradis, quoi, hein, pour préciser. Au-delà, dans ces textes, il dit au-delà ou au-dessus du moi conscient. Il n'est pas affecté par les phénomènes psychiques et organiques. Et la troisième ligne, je vous l'ai dit après. Alors qu'est-ce que c'est ce centre permanent qui continue à exister au-delà du moi conscient? Le moi conscient, il s'identifie aux éléments psychologiques. Il y a de la colère, je suis en colère, j'ai les boules, et tu me les brises. Ça vous a fait marrer? Ben si, c'est ça quand je suis en colère. Je suis super bien. Ah là, je suis super bien. Ah, t'es triste? Ah, tu devrais pas, tu sais. C'est le monde est beau, en fait. Donc je suis super bien, mais hyper méprisant pour ta tristesse, quoi. Je pourrais vous faire plein de personnages comme ça. Et on a parlé l'année dernière, on a fait des longues listes de sous-personnalités, des patterns comportementaux auxquels nous nous identifions à un moment. Et donc je dis, c'est moi. C'est moi aussi. C'est moi. C'est moi. Ah, c'est moi, je ne suis pas d'accord avec le truc d'avant, ça ne devait pas être moi. Voilà, c'est moi. Et du coup, on a ce centre permanent qui continue d'exister au-delà du moi conscient, au-delà du moi conscient qui module. Mais ce n'est pas je non plus, parce qu'il continue aussi d'exister quand je disparaît ou se dissout. Et là, vous pouvez encore l'écrire, je disparais à IT et se dissout au UT, je crois. Je pense. Alors, bizarre cette idée de comment ça, je se dissout? Eh bien, Assagioli nous propose des expériences d'état de conscience modifiées extrêmes. On a déjà parlé de ça avec hypnose profonde, chamanisme, etc. Et il parle aussi tout simplement de l'expérience du rêve. L'expérience du sommeil. Donc, il y a ce soi et on en parlera un petit peu plus après. Dernier point et pas des moindres, le soi a une capacité de modifier les conditions psychophysiques. Moi, le moi conscient, il n'a pas la capacité de modifier quoi que ce soit. Il s'identifie aux éléments du champ de conscience et il varie. Soit, lui, centre permanent qui existe au-delà du moi conscient, au-delà des différents moi conscients dont le moi prend l'apparence, soit, lui, il a la capacité de modifier les conditions psychophysiques. Alors, il y a autre chose qui a une capacité de modifier les conditions psychophysiques dans un autre système, chez Erikson, ça s'appelle l'inconscient. Et là, on voit que si les mots ne sont pas du tout les mêmes, il y a des points communs dans la pensée. Mais encore faut-il être très précautionneux et se rendre compte que le soi, qui est la totalité des éléments psychologiques, totalité qui, en plus, ne s'identifie pas à ces éléments psychologiques et les regarde avec tranquillité se déployer les uns après les autres sans les juger, sans dire cette part-là est bonne, cette part n'est pas bonne, celle-là a raison et celle-là a tort. Il n'y aurait-il pas un point de concordance avec la bienveillance fondamentale protectrice de l'inconscient chez Erikson? Erikson qui va même jusqu'à dire que le conscient est peut-être une part de l'inconscient. Eh bien, c'est une question que je pose, et cette question, chers amis, dans les prochains cours, nous allons prendre le temps de la creuser. Je vais aller jusqu'au bout sur ce coup-là. Cela nous amène à une apparente dualité entre le moi et le soi, entre je et le soi.
Le moi conscient, lui, il ignore le soi. Hein, quand je suis en colère, je ne me dis pas il y a d'autres moi qui ont d'autres points de vue. Quand je suis en colère, j'ai ce point de vue de colérique et il est comme ça. Le soi, lui, il existe de manière latente. Il est présent, mais il est latent. Le moi conscient, c'est un reflet du soi, comme dans ces histoires de shivaïsme, c'est un fragment de miroir brisé. Le soi, lui, n'a pas d'existence autonome. Et il n'existe pas. Il y a quelque chose, mais il n'a pas d'existence autonome au sens d'une existence intrinsèque. Ce sont des propositions. Hein. Le moi conscient, il est multiple et il est impermanent, il prend différents visages, il n'a pas de permanence, il varie tout le temps et il prend des visages multiples, voire même très opposés. Le soi, lui, il est unique, c'est ce qu'il y a en dessous de tous ces différents visages, en dessous de cette variation, et il est permanent, il est constant. Moi conscient multiple et soi sont la même chose. Les moi conscients multiples ne sont que l'expression de soi. Ils sont un, ils sont identiques. Et de ce point de vue, le système psychologique de Assagioli est fondamentalement un système psychologique non dualiste. Alors quelques points pour voir ce qu'on va brasser dans les prochaines semaines. Je vous montre rapidement une proposition par Assagioli et ses suiveurs, notamment James Vargiu, sur les compositions de je. Comment je, cette instance, se compose. Ici, on voit un ensemble d'éléments psychologiques. Je vous les ai mis avec les couleurs que j'ai proposées dans l'autre schéma. Des éléments qui viennent de l'inconscient supérieur, de l'inconscient moyen, de l'inconscient inférieur. Ils se combinent pour créer une sous-personnalité à laquelle je vais m'identifier, à laquelle le je va s'identifier. Et vous voyez, ça se compose de différentes briques. Mais une autre sous-personnalité se compose aussi d'autres éléments. Et puis on pourrait avoir une troisième sous-personnalité qui se compose aussi d'autres éléments. Les problématiques en accompagnement, et c'est là que ça nous ramène à quelque chose de vraiment pratique, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait aussi tout ce travail-là pour amener quelque chose à la compréhension de l'hypnose, à la pratique de l'hypnose, à l'enseignement de l'hypnose et à l'élargissement des cadres conceptuels de l'hypnose et de tous les hypnotiques. Ici, on va avoir une problématique, c'est que ce petit élément psychologique, lui, il est en lien avec deux sous-personnalités. Et là, ça nous ramène à des questions d'écologie. J'ai une problématique dans la sous-personnalité verte, et elle vient de cet élément psychologique rouge. Le jour où un gros chien m'a aboyé dessus alors que je faisais 1 mètre de haut, ça m'a fait un peu peur. Maintenant, j'ai peur des dents des gens, c'est hyper bizarre. Mais peut-être que ça, c'est constitutif de la sous-personnalité... Pardon. Mais cela est constitutif de la sous-personnalité jaune. Alors, on n'efface pas la sous-personnalité verte. Et surtout, on n'efface pas l'élément psychologique gros chien qui aboie sur moi tout petit, en se disant, si on l'efface de la sous-personnalité verte, tout va bien. Oui, mais il est constitutif de la sous-personnalité jaune. Plus grave encore, des éléments qui peuvent être constitutifs de toutes les sous-personnalités. Et ça, on dira que ce sont des éléments psychologiques identitaires. Alors là, on va faire attention à ce qu'on fait. On n'apporte pas grand-chose là au niveau de la pratique de l'hypnose, mais avec des schémas comme ça nous permet d'expliquer ce qu'on fait, ça nous permet de comprendre ce qu'on fait, ça nous permet de mettre du vocabulaire sur ce qu'on fait. Il n'est pas nécessairement aisé pour des gens qui ne s'intéressent pas à la psychologie, qui ne s'intéressent pas aux sciences cognitives, qui ne s'intéressent pas au fonctionnement de l'hypnose, qui ont un vague a priori sur la notion d'un inconscient, qui s'intéressent à d'autres choses que ça, qui n'ont pas prêté attention à ces questions-là. Il n'est pas vraiment simple de se dire en fait, il y a des éléments psychologiques auxquels je m'identifie, il y a des patterns comportementaux contextuels qui sont des sous-personnalités et qui ont des briques d'éléments psychologiques communes. Et c'est peut-être pour ça que quand j'essaye d'arrêter avec cette foutue cigarette, dans d'autres contextes, je ne peux pas m'empêcher de la faire revenir. Peut-être que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr, évidemment, plein d'autres explications pour des thématiques comme la cigarette, vous le savez, mais ici, ça nous donne un système qui nous permet de nous y repérer, ça nous donne un système qui nous permet de faire une approche pédagogique. Et bien sûr, cela vient du travail d'Assagioli, c'est le travail d'Assagioli. Voilà, j'ai presque fini cette présentation. On en arrive à des questions, avec ce qu'on vient de voir juste avant sur ces schémas, on en arrive à des questions de désidentification et auto-identification. Je cite Assagioli. Nous sommes dominés par tout ce à quoi notre moi se laisse identifier. Pardonnerez
petite faute d'orthographe. Nous sommes dominés par tout ce à quoi notre moi se laisse identifier. Nous pouvons dominer, diriger et utiliser tout ce dont nous nous sommes désidentifiés. Le terme désidentification, il l'utilise pour proposer l'action, le fait d'arriver à la distinction entre le moi conscient et les contenus du champ de conscience auquel il s'identifiait. Alors, encore une fois, pour ceux qui font de la méditation, par exemple, ou pour ceux qui ont vraiment travaillé avec des techniques d'auto-hypnose sur les niveaux identitaires, on pourrait se dire, bah oui, mais ça paraît évident que je ne suis pas les contenus de ma psyché. Mais en 1931, c'est pas si clair que ça. Hein. Et puis, honnêtement, encore aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. Avec toutes les confusions qu'on a entre mais la méditation, c'est fait pour dissoudre l'ego, c'est ça? Mais non, peut-être pas. Et méditation et auto-hypnose, c'est la même chose? Oui, non, on ne peut pas te répondre de manière simple comme ça. Il faudrait aller creuser, regarder un peu ce que ça veut dire, tout ça. Par contre, on peut dire des choses très simples. Il y a quelque chose qui dit « c'est moi, je ». Et puis, il y a des éléments psychologiques. Et l'expérience que moi, j'en fais, c'est coller. Et avec des exercices, on peut décoller un peu tout ça. Il donne un exemple à Saggioli, je ne l'ai pas mis ici. Ah, mais si, c'est dans le tableau qui est sous mes yeux, excusez-moi. Identifier, je suis découragé. Il y a une fusion du moi conscient avec le découragement. C'est pas très grave qu'il y ait découragement. Bon, par contre, si c'est complètement fusionné avec moi, ça peut aller jusqu'à l'abattement, ça peut aller jusqu'à la déprime. Ça, c'est le mode identifié. Dans un mode désidentifié, une vague de découragement essaye de me submerger. Il y a 2 points intéressants, c'est que ce n'est pas moi qui suis découragé. Il y a moi, et puis je sens qu'il y a du découragement qui est présent. Et maintenant que je sens qu'il y a du découragement qui est présent, je peux même dire « il essaye hein. ». Je commence à me dire qu'il essaye, ça aura peut-être moins de prise que si je dis « il me submerge ». En désidentifiant, on va commencer à pouvoir mettre en place un vocabulaire qu'on ne peut pas énoncer dans le mode identifié. Dans le mode identifié, le mécanisme cognitif, c'est une fusion entre le moi et les éléments psychologiques. Dans le mode désidentifié, c'est la distinction entre 2 éléments simultanément présents, un élément autoréférent qui dit « je » et des éléments psychologiques comme des émotions, des réactions, des idées, des intuitions, des moteurs d'action, etc., etc. Ce que Saggioli appelle auto-identification, c'est plus simple, c'est le fait de faire une expérience directe du moi conscient, libre de toute identification à des contenus. En gros, à force de s'entraîner à regarder ce flot incessant d'éléments psychologiques passés, eh bien nous allons finir par faire l'expérience que ce truc-là, il est constant. Et à force d'être constant, ça va plus être ce fameux « je », ça va devenir le soi qui englobe toute la personnalité. Ça, on passe pour aujourd'hui. On verra la prochaine fois. Conclusion pour le cours d'aujourd'hui. En conclusion, je voudrais vous citer je vais vous lire un passage de Saggioli, toujours en 1931. Je vous le mets ici. C'est dans un passage qui s'appelle Connaissance intégrale de notre personnalité. Et dans ce passage, les paragraphes précédents décrivent l'importance de travailler sur la partie consciente d'abord, ensuite d'aller explorer l'inconscient inférieur avec son lot de difficultés, de passés mal digérés, etc. Il nous dit ensuite dans ces paragraphes que c'est quand même mieux de le faire en se faisant accompagner par quelqu'un qui connaît le chemin et qui est formé. Voilà le contexte dans lequel je voulais vous donner cette citation en conclusion. L'œuvre de Freud et de ses disciples s'en tient généralement là, à l'exploration guidée de l'inconscient inférieur. L'œuvre de Freud et de ses disciples s'en tient généralement là. Mais cette limitation n'est pas justifiée. Il faut explorer d'eux-mêmes les régions de l'inconscient moyen et supérieur. C'est de cette façon que l'on peut découvrir les aptitudes particulières qui n'ont pas encore eu la possibilité de se manifester, nos vocations les plus profondes et les plus vraies, les côtés supérieurs de notre nature qui voudraient se manifester et que souvent nous n'acceptons pas dans notre personnalité consciente car nos préjugés ou nos craintes nous empêchent de les accueillir.
De cette façon, nous découvrirons aussi l'immense réserve d'énergie psychique indifférenciée, latente en nous, la partie plastique de notre inconscient, qui offre des possibilités indéfinies d'apprendre, d'élaborer, de créer. Nous aurions à notre disposition un serviteur fidèle qui peut travailler pour nous, qui le fait déjà sans que nous le sachions, mais qui pourrait le faire bien davantage et bien mieux si nous en connaissions et en respections les lois, les rythmes, les méthodes, si nous apprenions à coopérer harmonieusement avec lui. Nous sommes en 1931. Milton Erickson vient juste de reprendre ses recherches autorisées par l'Académie de médecine dans sa faculté. La suite au prochain épisode.